Alors bienvenue dans Miles and Miles de Runner Stories. Aujourd'hui j'ai le plaisir donc d'accueillir Denis Clerc, plus connu sous le nom de Zinzin Reporter, journaliste passionné, vidéaste inspirant et coureur infatigable. Tu as su capturer l'âme du trail en le documentant à travers tes récits, tes images. Denis, comment ça va? Ça va mieux, parce que je sors d'une période qui était pas très marrante pour une multitude de raisons. Et là, voilà, faut toujours croire à l'avenir. Et là, ça va très bien, enfin très bien. J'ai quand même encore des petits soucis physiques, notamment au niveau du genou gauche, qui m'empêchent de faire exactement ce que j'ai envie, mais la passion est toujours là. En tout cas, aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de t'accueillir sur le podcast. C'est vrai que j'ai des souvenirs de moi, même petit, qui voit mon père regarder tes vidéos sur la télé. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs comme ça. Je pense que tu as une place aussi à part pour beaucoup de trailers. Donc, c'est avec plaisir que j'ai préparé ce podcast. Ok, c'est vrai que petit à petit, je me rends compte que j'ai été un précurseur dans l'histoire. Et où à l'époque, en fait, je faisais ça vraiment pour partager, pour faire comprendre en fait pourquoi on s'engageait sur des courses comme ça, même par rapport à ma famille, tu vois, qui comprenait pas forcément pourquoi je m'engageais sur des courses aussi longues, quel plaisir j'y prenais. Et c'est vrai que je faisais des petits comptes rendus écrits comme ça, mais avec la vidéo, quand j'ai trouvé le moyen technique de le faire, ça a changé complètement la donne. Ouais, tout de suite, ça crée la différence. Voilà. Et je me rends compte que pour beaucoup de trailers, en fait, j'ai été... oui, on regardait mes vidéos pour savoir comment s'engager sur telle course, qu'est-ce qu'on ressentait, tout ça. Alors que moi, je ne le faisais pas forcément au début, en ayant vraiment cette idée derrière la tête d'être vu, tu vois, par le plus grand nombre. Puis après, ça s'est fait comme ça. C'est assez cool, d'ailleurs. Alors avant de te commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter un petit peu plus en détail pour ceux qui écoutent ce podcast mais qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, donc, moi, je suis journaliste à France Télévisions depuis tout le temps. En fait, je suis sorti de l'école de journalisme de Strasbourg fin des années 80, je me rajeunis. Et depuis 1989, je suis journaliste à France Télévisions dans le sud, du côté de Montpellier, à France 3 Occitanie. J'ai toujours resté fidèle à cette chaîne depuis 35 ans. J'ai pas eu l'impression de vieillir tant que ça durant ces 35 ans parce que j'ai toujours autant envie de faire ce métier et de m'amuser à faire ce métier qui m'a permis de beaucoup voyager parce que je suis journaliste sportif à la base et du coup j'ai vraiment visité en suivant des équipes ou en suivant des athlètes un peu partout dans le monde et c'était vraiment cool. Et à un moment donné dans ma vie autour de 40 ans, je me suis dit pourquoi pas avec un pote s'engager sur un marathon et de suite l'idée m'a plu. Moi à la base je suis sportif depuis tout le temps. J'ai fait beaucoup de ski quand j'étais jeune, beaucoup de foot, beaucoup de tennis et après vers 40 ans je me suis dit il faut que je fasse autre chose parce que j'étais plus assez bon dans ces sports et la course à pied c'est devenu naturellement. Puis comme je suis originaire de Haute-Savoie, dès que j'ai tout petit, mes parents m'ont emmené, je sais pas, à la cueillette des champignons quand j'étais gamin. J'ai toujours eu l'appel des montagnes, l'appel de la forêt. Je me sens vraiment bien dans la nature. Et quand j'ai fait 2-3 marathons, j'ai vu que je plafonnais assez rapidement. À peu près, moi, mon meilleur temps, c'est 2h59 au marathon. J'ai plafonné, je me suis dit, en fait, ce que j'ai envie, c'est pas regarder trop ma montre. J'ai envie de gambader dans la montagne, dans la forêt. Et voilà, je me suis engagé sur les trails, l'Ultra Trail dans les années 2005-2006. Et j'écrivais des petits comptes rendus, puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un moyen de le faire en vidéo, vu que c'est mon métier. Je suis caméraman également à France Télévisions. Ouais. Et voilà, et l'aventure est partie. Ouais, donc ton goût pour l'aventure et la nature, c'est quelque chose que tu as déjà depuis petit en fait. Ouais, je me rappelle, mes parents, ils avaient un chalet d'alpage du côté de la Clusaz. Et j'avais qu'une envie, c'était d'aller sur la montagne qui était en face, quoi. C'était vraiment un objectif, mais même de tout petit, quand je devais avoir 3-4 ans, je me disais, je voyais la montagne en face, je me disais, je voulais aller au sommet, quoi. Et pareil, après, mes parents, ils ont une maison dans la vallée de l'Arve, du côté de La Roche-sur-Foron. Pareil, les 3 sommets qui sont autour, j'avais qu'une envie, c'était d'aller en haut. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller... c'est pas de monter au sommet puis de voir la vue, enfin toi, ouais. Et puis d'aller voir ce qu'il y a derrière. Dans ta famille, vous étiez déjà tous sportifs?
Alors, moi, j'ai deux frères qui sont sportifs également. J'ai des cousins germains qui ont été en équipe de France de ski alpin et eux qui sont vraiment des sportifs et ça a été leur vie. Mon grand-père, il faisait beaucoup de cyclisme. Il avait même gagné des courses quand il était dans les années 30. Enfin, tu vois, mon père faisait beaucoup de courses de moto. Il a eu des titres. On a tout le temps été dans la famille, baigné dans le sport comme ça, quoi. Et dans la compétition également. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on faisait du sport, mais c'était aussi pour faire des compétitions. C'était pour se mesurer à d'autres dans le ski alpin, par exemple, ou en foot. Hein. Gagner contre le village voisin, c'était super. Alors, plus sur une partie de ton travail de vidéaste, toi, comment... Du coup, tu nous l'as dit un peu, l'idée du projet dans un reporter, c'était avant tout de documenter, avant tout pour toi, avant de pouvoir le montrer au plus de gens possible, tes courses? Alors, en fait, pour être tout à fait honnête, l'idée c'était quand même de le diffuser à la télévision. Déjà à l'époque. C'est-à-dire que la première fois où je sors une caméra, c'était en 2007, et c'était un appareil photo en mode vidéo. Et dès le départ, mon idée, c'est je vais montrer aux téléspectateurs de France 3 comment vit un coureur longue distance sur une course de 70 km. C'était les Templiers, en l'occurrence du côté de Millau. Et je m'étais embarqué avec un appareil photo en mode vidéo. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. Mais quand on a vu les images, on s'est bien rendu compte que c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui filmait de l'intérieur une course, quoi. Et de suite, tu sais, aujourd'hui, c'est tellement simple. Les gars de ton âge, vous avez toujours connu des personnes en train de se filmer ou de filmer de l'intérieur. Mais à l'époque, ça n'existait pas du tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, t'avais pas le choix, en fait. T'avais une grosse caméra de télévision qui faisait dans les 12 kilos. Et tu pouvais pas la porter à bout de bras, tu pouvais pas te montrer en train de courir avec, toi, c'était juste impossible. Et quand il y a eu la miniaturisation des moyens de vidéo, bah à partir de là, on s'est dit, bah tiens, en fait, tu peux courir, tu peux, dans le métier, on dit s'incarner, on peut s'incarner et faire une vidéo de l'intérieur. Et à l'époque, vraiment, ça n'existait absolument pas. Et le point de vue, il est vraiment différent entre des images très belles. Vue d'hélicoptère ou vue de coureurs qui descendent une colline, c'est super beau, mais t'as jamais cette émotion et cette impression de l'intérieur. C'est assez fou. Parfois, tu vois, encore aujourd'hui à France 3, il m'arrive de prendre part à des compétitions avec la caméra et à côté, j'ai un caméraman qui va faire des images pour France Télévisions, pour mon reportage. Et ben systématiquement, au montage, on prend pratiquement aucune image d'extérieur. On prendra pratiquement tout le temps mes images de l'intérieur parce que tu es vraiment au plus près de ce qui se passe, quoi. Et finalement, t'as pas besoin de plus. Certes, tu as besoin de très très belles images, mais tu n'en as pas besoin de tant que ça, quoi. Du coup, moi, tu vois, quand je regarde des images de trail et tout ça, des belles images, vues d'hélicoptère, tout ça, franchement, j'ai pas beaucoup d'émotion à regarder. Ouais, ça t'intéresse pas. Ouais, pas trop, non. Après, c'est super, hein. Je comprends qu'on ait besoin de ça pour montrer les beaux paysages, etc. Mais moi, je préfère l'aventure humaine que finalement les beaux paysages. Donc ton matériel, il a évolué au fur et à mesure des courses? Alors, au début, j'avais un appareil photo en mode vidéo. Donc, voilà, tu vois bien ce que c'est. C'est un petit appareil compact que tu mets en mode vidéo. Ouais. Et derrière, j'ai pris uniquement la GoPro. Parce que je trouve que la GoPro c'est simplissime avec le mode quick capture, tu appuies le bouton, t'entends le bip, ça marche. Tu rappuies, t'entends le bip, ça marche. Et ça a l'air de rien, mais quand t'es hyper crevé dans la 3e nuit que tu passes en montagne, que tu es sur un ultra qui fait 300 bornes, t'as pas besoin de plus parce que c'est trop compliqué. Tu vois, par exemple l'iPhone, je tourne beaucoup avec l'iPhone maintenant aussi. Mais c'est trop compliqué. Et tu peux toujours appuyer par mégarde sur et donc certes c'est chouette, mais en pleine nuit ou quand t'es crevé, souvent ça arrive de ne pas enregistrer une séquence, quoi. Ce qui n'arrive jamais avec la GoPro. Et est-ce que c'est dur de filmer tout en restant un petit peu dans la course, dans l'instant, ou au contraire, non, tu fais facilement la distinction? Avec l'habitude, je le fais assez facilement.
mais quand tu te filmes à l'intérieur d'une course, en règle générale, à un moment donné, tu oublies ta propre course. Hmm. Ça, faut l'accepter. Il faut accepter d'être doublé parce que tu vas faire, par exemple, si je cours avec quelqu'un et que cette personne m'intéresse, forcément, bah, moi, ça va me demander beaucoup de travail et beaucoup de, je vais un peu sprinter pour avoir l'image de la personne qui monte toute seule, tu vois, l'image se découpe, quoi. Tu vas être derrière en train de filmer ses pieds, ça a l'air de rien, mais c'est fatigant d'avoir un appareil au bout de bras et puis de se concentrer là-dessus. Et toi, tu n'es plus concentré sur tes propres pieds ni sur ta propre respiration. Parler en montant une côte ou en descendant tout en filmant, ça demande beaucoup d'énergie en fait. Et on s'en rend pas compte en fait quand on regarde les films. Tu as l'impression que Non, c'est sûr, ouais. presque il y a quelqu'un qui est là et qui suit qui suit quoi. Mais en fait non, je suis bien tout seul. Et du coup, une fois que t'as filmé tout ça après la course, pour monter la vidéo, combien de temps ça te prend en général? Alors ça dépend et la course. Ouais. Ça dépend si la course m'a plu. Ça dépend si par ailleurs dans ma vie j'ai pas d'autres trucs à faire. En fait, je me donne aucune limite. Okay. Tu vois, il y a sur le Thor des géants, je crois que j'ai mis bien 2 mois avant de m'y mettre quoi. Ok. Et finalement, c'était pas si mal. Dernièrement, j'ai fait 2 vidéos sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J'ai mis 6 mois avant de m'y mettre. Ouais, ça dépend vraiment. Et parfois, je fais une course. Le soir même, j'ai envie de. Alors, souvent, c'est pas bon signe quand je m'y mets tout de suite. Ah bon? Ouais, ça veut dire que voilà, j'ai envie de le monter tout de suite pour m'en débarrasser. Alors que quand je me prends du temps, bah en fait, il y a une sorte de maturation qui doit se faire dans ma tête, quoi. Et à un moment donné, c'est le moment de le faire. Et je m'y mets. Et là, quand je suis là, je suis un peu autiste quand je m'y mets, vraiment. C'est-à-dire que je passe mes soirées à monter, à remonter, à remonter, recouper, jusqu'à ce que ce soit à peu près, que ça corresponde à peu près à ce que j'avais en tête. Ouais, tu parlais de la vidéo du Thor des géants. C'est vrai que c'est une vidéo moi qui m'a marqué parce que on voit vraiment, on te voit passer par tous les états en fait pendant cette course et aussi avec les interactions avec les autres. On a des fous rires, mais on en a certains qui veulent juste que ça se termine quoi. Et ouais, c'est vrai que c'est une vidéo marquante. Je suis content que tu puisses en parler. Ouais, c'est vrai que cette vidéo, elle a beaucoup marqué le milieu de l'ultra trail et je l'ai pas revu depuis longtemps. Ouais. Je revois pas forcément mes vidéos, mais c'est vrai que elle raconte une histoire. Enfin, voilà, c'est l'histoire d'un homme qui à ce moment-là de sa vie fait cette course. Et c'est pas facile et la vie n'est pas facile parfois et je pense que c'est pour ça que ça intéresse beaucoup, c'est que notre sport, toi, c'est un sport où vraiment il y a des hauts et des bas, mais si tu gardes la foi, tu peux toujours t'en sortir. C'est un peu l'idée quoi. Alors tu l'as dit, t'es aussi journaliste pour France 3. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur concrètement toi les sujets que tu traites? T'as parlé un peu au début, t'étais journaliste sportif. Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, pendant à peu près 30 ans, j'ai été exclusivement journaliste sportif. Et donc, moi, j'avais plusieurs rôles là-dedans. D'abord, je présentais le journal des sports, donc on me voyait à l'antenne. Ensuite, le choix du sujet. Moi par exemple, j'ai fait les premiers sujets sur Nicolas Karabatic, qui est handballeur à Montpellier, ou bien Kevin Meyer, qui est décathlonien. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir souvent les athlètes sur leur lieu de leur exploit et aussi de les connaître de l'intérieur. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le sport, c'est de raconter l'histoire de ces hommes. C'est pas uniquement le côté sportif, mais j'aime bien savoir ce qu'ils ont un peu dans le ventre et c'est toujours vraiment hyper intéressant de connaître un peu l'itinéraire de quelqu'un qui est champion dans son sport. Moi, je passe toujours des moments incroyables. J'adore aussi suivre une équipe sur une Coupe d'Europe. Parce que pendant 3-4 jours, tu es avec cette équipe et tu partages un peu son quotidien, tu partages les moments de repas, des petits déjeuners, les entraînements. Et c'est à ce moment-là que tu peux... moi, par exemple, dans le milieu du handball, j'ai noué des belles amitiés avec les handballeurs, avec des beaux souvenirs. Donc,
voilà un peu mon job. Et je suis aussi caméraman à France 3. Je suis amené à filmer de moins en moins. Enfin, je suis plutôt rédacteur que caméraman, mais et puis pendant 6 mois, pendant 6 ans, j'ai aussi j'ai eu une chronique randonnée à France Télévisions. Et j'avais carte blanche. C'était la rando de Zinzin Reporter, et c'était un joli rendez-vous avec les téléspectateurs tous les vendredis soirs. Ok. Ouais, donc en fait, Zinzin Reporter, c'est vraiment c'est aussi mêlé deux passions, quoi, le journalisme et le trail. Ouais, en fait, j'ai eu la chance qu'à un moment donné, dans ma rédactrice en chef, se rende compte que j'existais à l'extérieur de France 3. Parce qu'à France Ok. 3, je suis pas Zinzin Reporter, je suis Denis Claire. Hmm. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que j'étais aussi Zinzin Reporter. Et ma rédactrice en chef m'a dit, je veux que tu fasses à l'antenne, à France 3, exactement ce que tu fais pour ta chaîne Zinzin Reporter. D'accord. Elle m'a dit, pourquoi ne nous ferais-tu pas une randonnée, ta randonnée de la semaine? Je Hmm. dis ok. Et du coup, je filmais tout seul avec mon iPhone et ma GoPro. Et là, si tu veux être payé par France Télévisions pour faire ça, je trouvais ça assez savoureux. C'est le rêve, quoi. Exactement, ouais. Comment tu choisissais tes courses? Alors, franchement, souvent, c'est les organisateurs qui choisissaient pour moi. Ok. Parce qu'à un moment donné, là, plus du tout depuis quelques temps, parce que j'ai été blessé, donc je me suis mis un peu en retrait. Mais dans les années 2014, 2017, jusqu'à 2020, en fait, ça s'est arrêté plus ou moins avec le Covid pour moi. Euh, J'étais invité partout. Donc, je choisis, en fait, je finissais une course. Je te donne juste un exemple. L'année 2016, je crois, j'ai fait 5 ou 6 ultras dans l'année, dont Ok. le Tour des Géants. Oui. Et après le Tour des Géants, franchement, j'étais fumé, quoi. J'avais plus rien dans les pattes, j'étais mort, quoi. Et là, il y a France Télévisions qui me dit, est-ce que tu veux pas faire pour nous la Diagonale des Fous de l'intérieur? Je leur dis, ouais, je suis mort, mais je veux bien essayer. Et du coup, j'ai fait la Diagonale des Fous. Et derrière, la Transmartinique m'a appelé pour savoir si je voulais faire la Transmartinique en décembre. Et du coup, je suis allé faire la Transmartinique. Évidemment, c'était pas du tout prévu. Et Ouais. évidemment, c'est ce qu'il faut pas faire. Tu vois. Mais comme j'avais l'entraînement de l'ultra, il suffisait de pas m'entraîner entre deux ultras et ça passait, quoi. Mais Ok. c'était beaucoup. Et tu vois, du coup, je choisissais pas vraiment mes courses à ce moment-là. Ouais, Mais t'étais c'était. invité. Enfin voilà, j'ai vécu à ce moment-là un rêve incroyable de pouvoir aller un peu partout, promener ma petite caméra et faire des vidéos. Enfin, c'était sympa. En revanche, j'ai fini l'année 2016 avec les pieds dans un état pas possible. Ouais, j'imagine. Ouais. Du coup, c'était un peu, c'est un peu trop. Hmm. Parmi toutes les courses que tu as faites, laquelle t'a marqué le plus, que ce soit physiquement ou émotionnellement? Euh, Toutes les courses longues que j'ai pu faire, elles ont été. Hmm. Quand je dis les courses longues, c'est des ultras. Moi, j'appelle ça des ultras XXL. C'est des ultras qui font plus de 250 km. Ouais. Enfin, donc, celle qui m'a marqué vraiment le plus, je pense que c'est le Tour des Géants, parce que c'est la première fois que je m'engageais sur une course aussi longue. Mais j'ai adoré aussi la Swiss Peak, qui traverse. La Swiss Peak, ça fait 360 km. C'est une course qui traverse le Valais, des origines du Rhône, depuis le glacier du Rhône, jusqu'au lac Léman, parce qu'on ne sait peut-être pas, mais le Rhône traverse le lac Léman avant de venir en France. Et c'est une course qui fait 360 km, qui traverse le Valais, qui passe pas loin du Cervin. Enfin, c'est juste splendide. Et là, j'ai rencontré des mecs que j'ai appelés ensuite les Fantastiques, et c'était une belle histoire d'hommes, enfin de coureurs en tout cas. Et j'ai adoré cette course. Et puis après, j'ai fait aussi une course qui n'existe plus, qui s'appelle Andorra Trail. Et ça s'appelait l'Euphoria Ok. en Andorre. Très très dur, pas vraiment de tracé, tout au GPS. Ouais, là c'était du sérieux. Et c'est chaque fois des courses qui durent 5 jours non-stop. Hmm. Donc ouais, c'est ces courses-là qui m'ont le plus marqué parce que en fait, c'est à un moment donné, tu oublies que tu es sur une course.
Tu as juste qu'une envie, c'est monter au sommet d'une montagne, redescendre de l'autre côté, manger. Tu penses plus vraiment au classement, tu penses plus vraiment. Et là, tu rentres dans une autre. C'est plus du tout la même énergie. T'es plus juste là pour rallier l'arrivée parce que tu sais que ça fait 170 km. Non, t'es juste là pour avancer, 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 puis l'arrivée arrivera quand elle arrivera, quoi. Mais justement, je trouve que ce qui est super avec toi, c'est que tu documentes aussi bien, on va dire, l'échec, donc aussi les souffrances, les doutes, et c'est vrai que du coup, on peut s'identifier plus facilement, comparé à par exemple ceux qui gagnent les courses où on voit que la finalité, la réussite. C'est important pour toi aussi de pas glamouriser entre guillemets le sport. En fait, déjà, je trouve que l'objectif de base, c'était de dire dès le départ, je fais un sport qui a l'air surhumain, mais qui n'est pas du tout. En fait, il n'est pas surhumain, c'est une histoire d'entraînement. Après, c'est sûr qu'il faut des capacités pour le faire, mais c'est pas surhumain, il y en a plein qui arrivent, quoi. Et l'autre idée, c'était de dire, c'est pas surhumain, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que si tu te donnes pas un peu la peine d'y arriver, c'est difficile d'y arriver pour une multitude de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais déjà, il faut s'entraîner, ça c'est sûr. Mais surtout, il faut être bien dans sa tête. C'est-à-dire, si t'es pas bien dans ta tête, c'est difficile d'arriver au bout. Et puis, oui, c'est sûr que quand tu regardes de l'extérieur, tu te dis, ouais, un ultra-trail, c'est génial, t'es dans la montagne, il fait beau. Ben non, en fait, souvent, c'est affreux. C'est difficile, t'as mal au ventre, il pleut, il neige, il fait froid, t'es tout seul, il y a tellement de choses qui font que des fois c'est pas bien, mais par ailleurs c'est aussi génial. Et de suite je me suis dit, je m'engage sur cette course, je vais la montrer, mais je la montre en tant que journaliste. Je suis pas là en tant que c'est génial, non. Je veux montrer que c'est dur, que par moment c'est juste génial et qu'il suffit de courir le long d'une crête et c'est beau, quoi. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Et de suite j'ai eu envie de ça. Et je pense que ça aide un peu tout le monde dans le milieu. Parce que comme tu dis, tu me diras, mais même pour ceux qui gagnent, hein, c'est pas tout le temps facile. Bien sûr. C'est même terrible de gagner une course. T'as l'impression que les mecs, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Ils ont eu peur d'être rattrapés. On peut être qu'admiratif d'un champion. Mais c'est vrai qu'on voit rarement dans leurs films les moments de doute. On le voit de plus en plus quand même. Que ce soit avec Mathieu Blanchard ou... oui, c'est vrai. Ouais, on voit de plus en plus les doutes, tu vois. Et puis ces courses-là sont aussi plus documentées. C'est vrai que tu parles de Mathieu Blanchard, Casquette Verte aussi qui fait ça, mais de plus en plus on voit des vidéos venir sur le trail notamment, et donc des vidéos qui se rapprochent aussi de ce que tu faisais. Oui, parce qu'en fait c'est des jeunes gars qui ont par ailleurs un cursus, que ce soit d'ingénieur, d'universitaire, et c'est pas simplement des coureurs à pied, quoi. Derrière, c'est des véritables personnalités et qui ont envie de partager au-delà de leur de la course qu'ils ont gagnée. Enfin, c'est ça que j'adore chez ces deux jeunes que t'as cités là. C'est vraiment ce vers quoi on a envie d'aller, de voir. On a envie de voir des films comme ça, quoi. Tu as récemment réalisé aussi deux vidéos sur ton aventure sur le chemin de Compostelle. Toi, comment tu as vécu cette expérience-là? Qu'est-ce que tu en retires? Ça a été, je pense, que c'est la plus belle expérience de ma vie. Okay. Sérieusement. Parce que, en fait, c'est. Toi, ce que j'aimais sur les Ultra XXL, c'était ce moment où, au bout d'un moment, tu oubliais tout le reste. Et ce qui est chouette sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est que là, j'ai marché pendant 44 jours. À raison à peu près de 40 km par jour, mais sérieusement au bout de 4-5 jours vraiment tu te décapes de l'intérieur et des fois tu penses à rien du tout, c'est vraiment incroyable. Et moi ça m'a permis d'avancer dans la vie parce que j'avais quelques problèmes à ce moment-là, des problèmes sentimentaux à régler, des problèmes avec ma vie, même ma vie professionnelle. Et moi, ça m'a permis de vraiment réfléchir à ce que j'étais, ce vers quoi j'avais envie d'aller.
et voilà, et aujourd'hui, tu vois, ici, je suis à Strasbourg, alors que j'ai passé toute ma vie pratiquement dans le sud. C'est aussi le chemin qui m'offre ça, parce que ma nouvelle compagne est de Strasbourg, et c'est grâce au chemin que tous les deux, on s'est pas rencontrés, mais on s'est trouvés grâce à ce chemin. Okay. Et ouais, c'est vraiment une belle expérience. C'est une expérience où tu te dépouilles beaucoup. Okay. C'est que tu pars avec un sac et toute ta vie est dans ton sac. Et petit à petit, tu te dépossèdes des choses qui sont dans ton sac. C'est-à-dire que tu laisses des choses. T'as trop de t-shirts, t'as trop de shorts, t'as trop de chaussettes, t'as trop de trucs. Et comme c'est vraiment la même chose que dans la vie, petit à petit, quand tu te détaches des choses matérielles, eh ben, il reste l'essentiel. Et je pense que c'est à conseiller à n'importe quelle personne qui pense que la vie autour d'elle est trop matérielle. Je pense c'est pas mal de s'élancer sur parce que ça permet de faire le point, hein, tout simplement, quoi. C'est vrai que maintenant, tu vois, depuis que je suis revenu du Compostelle, je me suis pas racheté de fringues. J'utilise beaucoup moins la voiture. Quand j'ai envie d'aller à un endroit, je marche plus. Alors que j'étais déjà sportif, hein, quand même. Mais, oui, bien sûr. Ça me permet, toi, d'aller moins vite, j'ai l'impression. Ouais, ça t'a changé dans ton rythme et juste que dans tes habitudes. Exactement. Ouais. Okay. Même sur les réseaux, je poste beaucoup moins. Ouais, moi, ça m'a fait du bien. Moi, je suis un taré de l'actualité, par exemple. C'est mon boulot de me tenir au courant, etc. Pendant 2 mois, j'ai rien suivi de l'actualité et puis ça allait, quoi. Même si aujourd'hui, je me dis, mais ça, j'étais pas au courant. Après, je regarde la date, je me dis, ah oui, c'est arrivé pendant que j'étais sur le chemin. Tu as aussi organisé une course, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ouais, en 2022. Dans un ultra trail. C'est un trail qui a vraiment plu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'envie de refaire des événements de ce genre? Alors, je me pose la question, parce que là, je suis vraiment en plein questionnement, parce que je pensais que j'allais refaire une 2e édition cette année. Et puis dans ma vie de cette année, c'est compliqué, parce que j'ai pas mal de choses à régler dans ma vie privée. Mais je me l'interdis pas dans les années à venir, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours sympas sur cette course. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent quand est-ce que je vais faire une 2e édition. J'avais bien aimé ce moment-là. Alors le problème, c'est que cette course a été associée dans mon cerveau au départ de mon ex-compagne, puisque l'histoire s'est terminée pratiquement juste après le Zinzin Ultra Trail. Et du coup, pour moi, c'était vraiment, c'était associé les deux, et j'avais pas envie de me relancer sur un truc comme ça, quoi. Et puis finalement, je me dis, c'est moi que je condamne en faisant pas une 2e édition, finalement, puisque c'était vachement bien. Donc voilà, ça aussi, c'est une réflexion que j'ai eue sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, tu vois. Okay. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Parce que j'arrive bientôt à la fin de ma carrière professionnelle, moi, parce que la retraite est pas si loin. Et donc, ça fait partie aussi peut-être des envies, des objectifs que j'aurai après ma carrière à France 3. Est-ce que j'ai pas envie de devenir organisateur de plusieurs courses de trail ou de trail? Toi, je pense que j'ai pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Je sais ce qu'il faut faire et pas faire par rapport aux coureurs. Et ça sera à chaque fois, si je fais ça, des organisations responsables. Enfin, tu vois, l'idée, c'est pas de faire venir des goodies de Chine ou je sais pas quoi. Ouais. Puis aussi le fait de l'avoir vécu de l'intérieur, je pense que c'est aussi, ça change tout, parce que tu veux aussi faire le mieux pour les coureurs quand tu organises la course. Exactement. Après, il y a le côté financier qui est pas si évident que ça, parce que tu vois, le fait d'être passé du côté de l'organisation, je me rends compte que j'étais peut-être un petit peu par moment un enfant gâté en arrivant sur des ravitaux, parce qu'il n'y a pas tout ce que je voulais, etc. Souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On peut pas offrir ce qu'on veut, parce que si tu veux pas faire payer trop cher le dossard, à un moment donné, si t'as pas assez de sponsors, c'est difficile de faire quelque chose
Mais bon, on peut toujours s'arranger quand même à faire quelque chose d'authentique. C'est ça surtout. Si je me trompe pas, tu te traînes quelques blessures. Alors, tu as été opéré du genou, je crois, il y a quelques années. C'est ça. J'imagine que tout ça, bon, ça peut te freiner un peu aussi dans ta pratique sportive. Est-ce que tu as tout de même l'envie de raccrocher un dossard? Ouais, j'ai envie de raccrocher un dossard. Parce que c'est pas tant la compétition qui me manque, mais je trouve ça assez dur de s'entraîner sans avoir d'objectif. Oui, c'est vrai. Certes, moi je le fais pour mon bien-être, parce que quand on prend de l'âge, c'est pas mal de bouger, de sortir. Moi je suis encore en excellente forme, par ailleurs, quoi, toi, vraiment en très très bonne forme. Mais m'entraîner sans avoir d'objectif, c'est pas facile. Et je pense que quand tu as un objectif, bah, tu y vas plus facilement. Et là, moi, oui, j'ai l'objectif de reprendre des dossards. Alors, pour expliquer mon problème physique actuellement, donc j'ai été opéré d'un genou, du ménisque de mon genou gauche en 2022. Malheureusement, il y a eu une rupture sentimentale à ce moment-là, et du coup, mon genou, il a gonflé au même moment. Et j'étais plus capable même de marcher, quoi. Et ça a duré bien 3 mois. Et derrière, il y a beaucoup d'inflammation sur le genou. Et aujourd'hui encore, quand je cours, sur du plat, ça va. Mais n'empêche qu'au bout de 15 km, ça me chauffe vraiment. Et toi, hier, j'ai fait une sortie dans les Vosges de plus de 1000 mètres de dénivelé avec 20 km. J'ai fait quelques images. Je vois que sur les images, j'ai l'impression que je boite, tu vois, un peu. Ah oui, donc j'ai quand même mal, tu vois. Mais mentalement, ça passe. Je peux très bien imaginer, même en ayant un peu mal, de faire des courses un peu longues. Et donc, avec ma chérie, qui s'est mise au trail il n'y a pas longtemps, on a bien l'objectif. J'ai envie de l'accompagner sur les courses. Ok. Parce que je pense qu'elle a vraiment une capacité pour bien s'amuser en trail. Et j'ai envie qu'on s'engage sur un 50 bornes cette année. Enfin, on va voir. Et l'année prochaine, faire un ultra. Ouais. Pas cette année, l'ultra, mais l'année prochaine, moi, j'ai envie d'y retourner. Et les ultras, c'est des trucs, des types de courses que tu te vois encore faire longtemps? Pas 10 ans. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas mal de s'arrêter, tu vois. Là, moi, je vais bientôt avoir 61 ans. Donc, c'est quand même un âge qui est, pour toi, qui est canonique. Et tu as raison, c'est pas jeune. Mais, à l'intérieur, j'ai 20 ans, tu vois. Donc, mais non, j'ai pas 20 ans, j'ai bien 60 ans. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. J'ai quand même fait le tour de pas mal de choses en ultra. Mais l'idée d'avoir un dossard pour avoir envie d'y aller, quand même, c'est pas mal. Et j'aimerais bien faire, par exemple, la Diagonale des Fous un de ces jours. La refaire. Il y a une course que j'ai envie de refaire, c'est celle-là, vraiment. Ok, ouais, elle t'a particulièrement plu. Oui, c'est pour tout. Hein. C'est autant pour le paysage que pour la population, l'engouement sur l'île pendant que je passe la Diagonale des Fous, les spectateurs. Enfin, c'est vraiment génial. Hein. C'est vraiment la course. Et pendant une course, quand tu es dans un moment un peu plus bas, comment tu gères le doute, la douleur pendant un périple ou une course? Voilà, ça dépend tellement ça dépend déjà de comment j'étais avant le départ dans ma tête, avec est-ce que j'ai vraiment l'envie d'aller au bout ou pas envie d'aller au bout. Et parfois mes douleurs, c'est chaque fois que j'ai raté un ultra, moi c'était chaque fois un problème digestif, c'est-à-dire l'impossibilité d'avaler quelque chose et de vomir tout le temps. Et ce sentiment, il est affreux quand t'es dans la nuit, t'es tout seul, t'es dans une montée et que t'as pas de force, t'as qu'une envie, c'est t'écrouler par terre et attendre que ça passe et te mettre dans la position du fœtus. Enfin, toi, ça en est là, quoi. C'est vraiment, tu vas très très loin. D'ailleurs, sur certaines courses, je me suis tellement fait mal que j'avais les vaisseaux dans les yeux, tu sais, qui sautent. Ah oui, ouais. Tu vois, et le lendemain, tu te dis, ah ouais, quand même, t'es allé loin comme dans le truc, quoi. Et en fait, quand t'as connu ça plusieurs fois, parfois, ton cerveau, t'es pas bien, par exemple, sur une course, ton cerveau, il te dit déjà, mec,
là, tu as 10 km. 10 km à la vitesse où tu vas, ça va être 5 heures. Abandonne. Et tu dois lutter contre ça. Tu dois lutter contre l'idée, ouais, mais à l'entraînement, 10 km, je mets 1 h 30, pourquoi? Et faut tout le temps lutter contre ces idées noires. Moi, comme je suis compétiteur aussi, imagine, t'es pas bien dans une course, et là, t'es rattrapé par un mec, par un deuxième, par un troisième. Et là, moi, je fais partie des gens qui, t'as le niveau du mental qui baisse, tu sais. Et après, si tu t'écoutes trop, ben, tu n'as pas envie d'aller plus loin. Tu sais que tu vas te faire mal, que tu n'es pas bon. Et je me mets dans la peau des mecs qui sont devant, les champions. C'est très dur pour eux d'aller au bout d'une course où... c'est souvent, on se dit, ouais, l'élite, là, il a abandonné trop vite. Mais c'est pas si évident que ça, quoi. C'est pas si évident que ça de se lancer sur une course, de penser que t'es bien et de te faire rattraper. Et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à finir une course. Il y a Kylian Jornet qui l'avait fait, il y a la casquette verte qui l'a fait aussi sur la diagonale. C'est pas donné à tout le monde de finir une course. Et par exemple, toi, c'est au Canada, j'ai fait une course, c'était au Québec, c'était en Gaspésie. On est 24. Ok. Après, à la moitié de la course, j'étais quatrième. Je revenais sur le troisième et là je commence à avoir envie de vomir, je commence à vomir et petit à petit je me suis retrouvé avant-dernier. Et avant-dernier, en fait, on a été que 12 à finir la course et j'ai terminé 11e. C'était pas très glorieux d'arriver avant-dernier d'une course, tu vois. N'empêche que je suis allé jusqu'au bout. Oui, et puis quand on part à 24, forcément... C'est sûr. Mais n'empêche que j'ai fini avant-dernier de la course. Ouais. C'est vrai que tu parlais des problèmes digestifs. En fait, au fur et à mesure des interviews, je me rends compte que c'est un problème qui, en fait, touche tout le monde, beaucoup, tout le monde, en fait. Beaucoup de gens. Est-ce que tu as essayé, toi, différentes, on va dire, techniques de nutrition pour pouvoir remédier à cela ou... Ouais, j'ai essayé et chaque fois sans succès. Je pense juste que... et c'est même pas une histoire de partir trop vite ou de pas partir trop vite. J'ai tout essayé de partir moins vite. J'ai essayé de changer l'alimentation. Et chaque fois, en fait, je sais pas, au bout de 80 km, j'ai un petit truc qui se passe dans ma tête, dans mon corps. Ça l'a pas fait sur les premiers ultras. C'est assez drôle. Ouais. Sur les premiers ultras, ça l'a pas fait. Et après, ça l'a fait systématiquement. Donc, quand je pars sur un ultra, il y a une sorte d'épée de Damoclès sur ma tête qui... Après, si je pars trop vite, je suis malade avant. Donc ça montre bien que c'est un problème quand même physiologique. C'est-à-dire que le sang ne doit pas aller au bon endroit dans les bons organes et au bout d'un moment, bah, ça passe plus, quoi. Ouais, c'est comme si après les 2 premiers ultras, ton corps avait compris ce que tu t'apprêtais à faire et que tu préférais bloquer. C'est ça, certainement. et comme je comprends pas vite, j'ai continué. Aujourd'hui, on voit que le trail il évolue beaucoup. Il y a je trouve qu'il y a une plus grande médiatisation. Le prix des dossards du coup augmente aussi forcément. Toi, comment tu vois cette évolution-là? Écoute, moi je trouve ça. Moi, ça me fait un peu rêver quand même. Ouais. Par exemple, j'ai toujours adoré regarder le Tour de France. Et des fois, c'est chiant le Tour de France. Je sais pas si tu regardes toi, mais des fois, tu as des étapes, il se passe rien et t'écoutes 2 commentateurs qui essaient de dire quelque chose, mais il se passe rigoureusement rien, quoi. Et c'est un peu pareil, ça peut être pareil sur l'ultra. À part que les paysages, ils sont aussi magnifiques, quoi, toi, avec des moyens. S'il y a encore plus de moyens dans l'ultra, il pourrait y avoir des histoires incroyables entre des athlètes. Alors de plus en plus, on voit des compétitions, on voit des coureurs qui ne font pas la course, mais qui sont équipés de caméras et qui suivent les meilleurs. Moi, je trouve ça pas mal. Et puis ça montre aussi ce que c'est une course à l'avant. Je trouve ça chouette. J'espère que c'est un peu l'avenir de cette discipline qui devienne, ben voilà, tu as la chance d'être au départ. C'est un des seuls sports où le meilleur peut être au départ de quelqu'un de moyen, quoi. Oui. Tu peux être au départ avec le champion du monde, enfin toi, ça arrive jamais au foot. Oui, non, c'est ça qui crée la différence. Ouais, et donc, moi je trouve ça bien. Après, c'est vrai que
quand j'ai commencé les ultras dans les années 2000, ouais, c'était quand même différent. C'était vachement plus amateur. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est vrai que l'esprit course à pied de la route vient vers. Moi, j'aime pas trop en fait quand il y a une profusion de mecs super bien habillés avec des derniers matos qui vont traverser Chamonix avec toi qui courent dans Chamonix. Alors qu'il y a 30 ans, c'était que des alpinistes qui traversaient Chamonix. Il n'y avait pas de mecs. Et ouais. Ouais, de toute façon, quand un sport intéresse le plus grand nombre, c'est forcément il y a des déviances. Hein. C'est vrai qu'on entend Mais beaucoup. moi, s'il y a un conseil que je peux donner quand même à tous les trailers et tous les extra-trailers à l'entraînement, c'est parfois des trucs qui me choquent, moi. C'est quand tu es sur un chemin, t'es pas prioritaire. Oui. S'il y a quelqu'un qui monte, même doucement, ben, c'est lui qui est prioritaire. Il faut se mettre de côté. Il faut dire bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur. Peut-être faut réapprendre des bonnes. Parce que c'est pas parce que tu es le plus fort du monde que tu es super fort, que tu vas au sommet d'une montagne en courant, que tu redescends. Non, tu as le droit en haut de t'arrêter 2 secondes, de dire bonjour aux gens qui sont en haut, de savoir comment ça s'est passé pour eux leur montée. Enfin, faut pas oublier que même si tu es trailer, faut un respect aussi des randonneurs, des vététistes, des chasseurs. Moi, je suis pas contre la chasse. Enfin, c'est la montagne, la forêt, elle appartient à personne, quoi. C'est ça. Pas plus à nous qu'à eux, en tout cas. Est-ce que tu as des anecdotes marquantes à nous partager, par exemple des hallucinations pendant les courses, des rencontres inattendues, je sais pas. Alors, des hallucinations, j'en ai pas eu tant que ça. Ouais. Mais j'en ai eu des marrantes, notamment dans Mafat, dans le cirque de Mafat. Donc c'est sur la Diagonale des Fous, c'est un des 3 cirques qu'on traverse. Et là, j'étais avec mon pote Ludovic Trabuchet et on était ensemble, on était très fatigués dans Mafat et j'avançais et je lui ai pas dit, mais j'ai dit putain, il y a un guerrier Sioux qui est au bord du chemin. Et je monte. Ah non, c'était pas un guerrier Sioux, c'était une pierre en triangulaire. Et c'est marrant parce que tu vois ça, puis tu te dis pas, non, tu te dis rien. Et je sais pas, 2 minutes plus tard, je vois encore un guerrier Sioux. Il y avait pas mal de guerriers Sioux là-bas. Ouais. Et là, tu te dis pas, bon, c'est n'importe quoi. Non, tu te dis, non, il y a vraiment un guerrier Sioux cette fois. Et tu arrives au niveau du guerrier Sioux et c'est encore une pierre. Et là, je l'ai dit à Ludo et lui, ça l'a fait marrer, quoi. Tu dis, c'est des petits trucs comme ça qui sont marrants. Autrement, une fois, j'étais avec un mec qui m'a dit qu'il avait vu des femmes nues en haut de chaque arbre. Ça, je te jure, c'est faux. Dans ma fac, il n'y a pas beaucoup de femmes nues en haut des arbres. Ouais. Non, c'est assez marrant. Il y a des hallucinations qui sont marrantes. Il y a des mecs qui sont un peu complètement... qui sont très, très fatigués. Enfin, dans ma fac, il y a un gars qui m'expliquait qu'il voulait aller tout droit parce qu'il avait vu des lampes frontales devant lui, à part qu'entre il y avait des ravins pas possible, quoi. Ouais. En tout cas, c'est vrai que tu as créé une vraie communauté autour de tes vidéos. Quand j'ai annoncé en story ta venue, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages, super qu'il soit là, c'est une légende. C'est vrai qu'on voit qu'en fait, autour de ton travail, il y a une vraie communauté. Toi, qu'est-ce que ça te fait en fait de savoir ça? Objectivement, ça fait plaisir. Ouais. Ouais, objectivement, ça fait plaisir parce que tu sais, d'avoir été un peu un précurseur là-dedans, c'est souvent ce qu'on me dit, tu vois. Souvent, on me dit, ouais, c'est grâce à tes vidéos que j'ai eu envie de me lancer dans le trail, que j'ai eu envie. Et chaque fois, ça m'interpelle. Dans la rue, tu marches et il y a un mec qui va venir te voir, vous êtes zinzin, tu sais, et chaque fois, j'ai rarement, vraiment rarement eu des personnes qui m'agressaient. Enfin, j'ai jamais eu personne qui m'agressait, mais même par écrit, c'est très très rare qu'il y ait des personnes qui me disent ouais, de toute façon, tu te la pètes, tu veux te montrer ou non, j'ai tout le temps eu des moments, mais vraiment c'est bienveillant, c'est gentil, les gens ils sont vraiment adorables. Et non, ça me fait du bien de savoir que toutes mes vidéos, en fait, elles ont servi à quelque chose. C'est marrant parce que tu me dis ça, mais
ce matin, j'ai reçu un commentaire sur YouTube de ma dernière vidéo sur Compostelle. Le mec me dit, il me connaît pas du tout. Et il dit, ouais, j'ai commencé à regarder ta vidéo. Je venais pour chercher, je vais faire Compostelle. Je venais pour chercher des éléments techniques sur les paysages, etc. Et il me dit, et en fait, il m'a bouleversé. Et ça, waouh! Tu sais, tu te dis, waouh, j'ai réussi à bouleverser au moins une personne, tu vois. Ouais, et puis ton travail a un impact, quoi. Ouais, et le mec, il me dit, je mets jamais de commentaires sur les films, jamais. Il me dit, mais tu m'as bouleversé. Et donc là, tu sais que le message, il est passé. Enfin, tu sais que ça t'as pas passé, parce que on se rend pas compte, mais filmer, c'est pas évident. C'est chaque fois une douleur de se filmer parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Monter, c'est un enfer parce que tu sais jamais si les effets que tu veux vont fonctionner et que le mettre après en ligne, tout ça, c'est vraiment pas si évident. Et quand t'as des beaux commentaires, tu dis waouh, super. Toi aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à des gens comme moi qui débutent dans la création de contenu, disons autour de la course à pied, autour de ce monde-là? Ouais, qu'est-ce que tu conseillerais sur ce qu'il faut garder à l'esprit, les erreurs à éviter? La première chose, c'est être naturel. Il faut que ta propre personnalité jaillisse, quoi. Et pas se donner de limites, tu vois, à ce niveau-là. Et pas se forcer. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se force et ça se voit, quoi. Donc vraiment le naturel pour moi c'est la base. Moi je pense que pourquoi j'ai réussi à captiver les gens, tu disais très bien, avant une course je me documente sur la course. J'arrive pas au départ de la course sans avoir des choses à dire en fait. J'ai en avance préparé des trucs. Par exemple, toi hier, j'étais dans les Vosges. Je connais très peu les Vosges, mais je suis allé voir les altitudes des endroits où on était. Combien le sommet, le Honeck qu'on a fait hier, c'est le 3e sommet des Vosges. J'avais vu qu'il y avait des chamois. J'ai cherché les chamois. Et toi, ça a l'air de rien, mais je savais que les chamois, c'était en 1956 qu'ils ont été réintroduits, que c'est des Allemands qui avaient filé les chamois. Tout ça. Si tu lis pas un peu à l'avance, et du coup, tu remplis ta tête de choses à dire, et ça sort ou ça sort pas au moment de la course, en tout cas. Mais c'est pas mal d'amener de l'information et de donner des petits trucs comme ça. Bon, moi, c'est mon côté journaliste, hein, mais j'aime aussi l'histoire, je pense que courir pour courir, ça m'intéresse finalement pas tant que ça. Mais connaître les petites histoires du territoire où je suis en train de courir, ça j'aime bien. Donc ça c'est un deuxième conseil que je pourrais donner. Est-ce que j'en ai d'autres? C'est les deux qui me viennent. En tout cas, c'est les deux principaux, quoi. C'est vrai que je suis toujours impressionné quand je regarde les vidéos de toutes les informations que tu as sur le paysage, sur la course, etc. Maintenant, on sait pourquoi. C'est intéressant de savoir. Ça se travaille. Voilà, il y a ce travail en amont. Ouais. Toi, quels sont tes prochains projets pour cette année? Alors là, mon projet principal, c'est de me marier. Donc, un bon projet. Donc c'est un projet qui est très sympa et ça nous prend pas mal de temps. Avec ma chérie, on a envie de faire un truc très cool. Donc c'est ça. Et sportivement, c'est de faire une course de 50 km avec elle au mois à l'automne. Okay. Donc a priori, ça sera le Belfort Trail parce qu'elle est originaire de là-bas. Okay. Et que je trouvais ça plutôt sympa qu'on gambade ensemble de ce côté-là. Et l'année prochaine, peut-être la Diagonale des Fous si mon corps le permet. Voilà, c'est au niveau sportif, c'est mes deux projets. Donc on arrive à la fin du podcast. J'ai encore 2 questions pour toi. Si tu devais résumer le trail en une phrase, un mot, qu'est-ce que ce serait? La joie de gambader. Enfin voilà. Beaucoup de joie. Je trouve que c'est un sport où quand tu reviens chez toi, tu te sens rempli de joie. Et ça serait la joie. Ouais. Ok.
Et si tu devais rediriger les gens qui nous écoutent vers tes réseaux, par exemple, où est-ce que tu veux les rediriger? C'est pas mal d'aller voir comme. Je pense que, tu vois, dernièrement, il y a Casquette Verte qui a écrit son bouquin, on m'appelle Casquette Verte. Et il m'a envoyé c'est marrant parce que je connaissais quasiment pas Casquette Verte. Okay. Je savais qu'il existait, hein, mais je connaissais pas, je savais pas son itinéraire, etc. Et je reçois son livre à la maison par la poste. Et on m'avait déjà envoyé d'autres bouquins. Et je l'ai ouvert, j'ai dit ah bon, pourquoi en fait, je l'ai même pas ouvert en fait. Et je me demandais si j'allais même l'ouvrir. Et je sais pas pourquoi, le lendemain, je l'ai ouvert et il avait mis une petite dédicace très très sympa à l'intérieur en disant justement que c'est avec des mecs comme moi, notamment mes films, qu'il a eu envie de faire du trail et que en gros, j'ai été pas à l'origine, mais je faisais partie des personnes à l'origine de son envie de courir. Et ouais, moi, ça m'a beaucoup touché de lire ça. Et c'est chouette de savoir que que des jeunes comme ça me suivent. Et je me suis rendu compte derrière qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont abonnées à mon Instagram. Okay. Parce qu'il a relié ça sur son Insta à lui. Et je sais pas, en l'espace d'une semaine, là, il y a 1000 personnes de plus qui sont sur mon Instagram. Et je pense que ces personnes-là ne connaissent pas mes vidéos. Je pense pas, hein. C'est des personnes de 20 ans, tu vois. Toi, c'est ton père qui t'a amené vers mes vidéos. Mais ouais. peut-être que ces personnes le connaissent. Donc moi, je pense que le mieux pour me connaître, c'est d'aller voir mes films et d'aller sur ma chaîne YouTube, Zaza Reporter. Il y a pas mal de vidéos et je conseillerais de voir les vidéos des courses les plus connues, quoi, et des plus longues. Je pense que ça va donner une idée de ce que je suis. Et ensuite, bon, moi, j'ai un compte Instagram où j'essaie de mettre des choses de temps en temps. Où, par exemple, je pense que mon prochain post, ça va être ma sortie dans les Vosges d'hier, qui était proprement incroyable. Je me suis retrouvé dans les Vosges, j'avais l'impression d'être dans les Alpes. Il y avait des chamois, il y avait de la neige, enfin voilà. Donc on te retrouve sur tes films alors. Voilà, exactement, ouais. Et ben merci beaucoup. On s'en aura même été parfaitement dans les temps, donc c'est super. Merci beaucoup d'avoir accepté, surtout pour un média comme ça qui débute, c'est vraiment intéressant et ça me fait plaisir de pouvoir avoir des invités comme toi. Donc merci beaucoup. Merci à toi.